À l'automne 1995, un tueur en série est en cavale. Il parcourt les États-Unis à la recherche de femmes. Il les fait tomber sous son charme, puis les attaque. Il réussit toujours à disparaître avant que les policiers ne puissent l'arrêter. Agents du FBI et détectives devront retrouver ce dangereux inconnu avant qu'il ne croise une autre victime sur sa route. Aux petites heures du matin, le 29 septembre 1995, les pompiers du service des incendies de Los Angeles furent appelés à l'hôpital de Van Nuys où l'on avait signalé un véhicule en flammes. Un pick-up brûlait dans le stationnement. Une fois l'incendie éteint, les pompiers constatèrent qu'un cadavre se trouvait à l'intérieur. Ils contactèrent la division des homicides et des incendies criminels du service de police de Los Angeles. Les détectives affectés aux homicides se rendirent sur la scène et furent mis au courant de l'affaire par des policiers déjà présents sur les lieux. Ils interrogèrent ensuite une infirmière qui avait vu comment s'était déclaré l'incendie. Elle déclara qu'elle était arrivée avant l'aube pour le quart de travail du matin. Dans le stationnement, elle avait aperçu le pick-up s'enflammer. Au même moment, elle avait aussi vu une silhouette aux cheveux longs s'éloigner du véhicule en courant, mais n'avait pas pu distinguer ses traits. C'était la première fois qu'elle voyait ce véhicule. Les enquêteurs en firent l'inspection. À en juger par les marques laissées par les flammes, le feu s'était d'abord déclaré dans la cabine et avait rapidement pris de l'ampleur. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un incendie criminel. On avait utilisé un agent accélérateur, sans doute de l'essence. La dépouille semblait être celle d'une femme. Malheureusement, son visage était trop brûlé pour qu'on puisse la reconnaître. Certains de ses effets avaient résisté aux flammes, notamment un sac à dos, un appareil photo et un rouleau de pellicule qui n'avait pas encore été développé. Sur la scène du crime, les techniciens trouvèrent des pièces d'identité au nom de Sandra Gallagher. Au lever du soleil, les enquêteurs avaient déjà vérifié le numéro de plaque d'immatriculation du pick-up. Le détective Mike Koblenz put confirmer que le véhicule appartenait bien à Sandra Gallagher. En effectuant quelques recherches, nous avons appris qu'elle était mariée à un certain Steve qui vivait dans la région métropolitaine de Los Angeles. Nous l'avons retracé et convoqué au poste de police de Van Nuys pour lui faire subir un interrogatoire. Les détectives avaient de bonnes raisons de croire que la victime du pick-up était Sandra, mais ils ne pouvaient en être sûrs avant quelques jours, le temps de procéder à l'analyse de sa dentition. Comme le corps était trop endommagé pour être identifié visuellement, les détectives demandèrent à Stephen Gallagher d'examiner les effets personnels trouvés dans le véhicule. Celui-ci déclara que le sac à dos, l'appareil photo et tout le reste appartenaient à Sandra. Le service de police avait eu le temps de faire développer le rouleau de pellicule qui avait résisté aux flammes. Stephen identifia sa femme sur les photos. Comme la majorité des femmes victimes d'homicides sont tuées par leur mari, les détectives demandèrent à Stephen de leur décrire sa relation avec Sandra.
Steven déclara qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois la veille de l'incendie, soit le 28 septembre. Ils avaient mangé ensemble. Leur vie de couple était difficile ces derniers temps et ils avaient passé les dernières nuits chacun de leur côté. Au cours de la rencontre, ils avaient envisagé une réconciliation. Il restait toutefois encore plusieurs points de tension entre eux. Steven avait quitté Sandra à 14 h, mais il avait eu de ses nouvelles plus tard au cours de la soirée. Elle l'avait appelé du McRed's, un bar du quartier. Elle était toute excitée de lui annoncer qu'elle avait remporté 1 200 $ à la loterie. Mais depuis cet appel, Steven n'avait plus eu de nouvelles de sa femme et il ignorait où elle pouvait se trouver. Les détectives devaient maintenant tenter de corroborer sa déposition. Après qu'il ait mentionné le bar McRed's, nous nous y sommes rendus. Nous voulions interroger le barman et le propriétaire pour apprendre qui s'y trouvait au cours de cette soirée. Nous espérions y trouver quelqu'un qui pourrait identifier Sandra à partir des photos trouvées dans le véhicule. Les détectives du service de police de Los Angeles se rendirent au bar. La barmaid reconnut sans mal Sandra Gallagher à partir d'une photo. Elle la connaissait d'ailleurs par son surnom, Sam. What can you tell me about it? Guess what? Elle confirma que Sandra s'était bien trouvée au bar dans la soirée du 28. Elle avait d'ailleurs annoncé à tout le monde qu'elle avait gagné à la loterie. Des clients qui entendirent les détectives interroger la barmaid déclarèrent qu'ils étaient également au bar ce soir-là. Les gens dans le bar ont reconnu le visage sur les photos et l'ont identifié comme étant celui d'une certaine Sam. Ils se rappelaient tous qu'elle était en compagnie d'un homme du nom de Glenn. Selon leur description, Glenn était blond. Il avait les cheveux longs et portait une barbe. Il était venu régulièrement au bar au cours des derniers jours. Ce soir-là, il semblait intéressé par Sandra et lui avait parlé pendant un moment. Glenn était sympathique et il dépensait sans compter. Il avait payé plusieurs consommations à Sandra ainsi qu'à d'autres clients. À la fermeture du bar, il avait demandé à Sandra de le reconduire chez lui. Il lui avait dit qu'il restait tout près. Après qu'elle eut accepté de le déposer chez lui, ils étaient partis ensemble. Les clients n'avaient pas revu Glenn depuis. Certains croyaient se rappeler que son nom de famille était Rogers. Le détective Koblenz continuait à suivre cette piste. Grâce à nos archives, nous avons pu identifier Glenn Rogers. Il habitait Van Nuys. Nous avons également obtenu des photos de lui. En l'espace d'un jour ou deux, nous avons pu montrer ces photos aux divers témoins du bar parmi d'autres photos. Tous ont identifié Rogers comme étant le client du McRed's qui s'était trouvé en compagnie de Sandra Gallagher. Les détectives obtinrent ensuite un mandat les autorisant à fouiller l'appartement de Rogers. Il ne vivait qu'à quelques minutes de marche de l'endroit où l'on avait trouvé le pick-up en flammes. Des policiers en uniforme entrèrent les premiers pour écarter tout danger. Rogers était absent. Il semblait d'ailleurs être parti à toute vitesse. Les détectives trouvèrent un sac à main et un porte-monnaie de femme. Il n'y avait toutefois aucun argent liquide, ni pièce d'identité. Ils trouvèrent aussi une boucle d'oreille. Cette boucle d'oreille était importante parce que Steven Gallagher, le mari de la victime, l'a reconnu et déclaré qu'il avait offert la paire à sa femme quelques mois plus tôt.
Quelques jours plus tard, le coroner remit son rapport. Il avait identifié formellement la victime du pick-up. C'était bien Sandra Gallagher. Ce n'était pas l'incendie qui avait causé sa mort. On nous a fait voir que près du nez de la victime, il n'y avait aucune trace de flamme ou de suie. Cela signifiait qu'elle n'avait respiré aucune fumée et qu'elle était donc morte avant l'incendie. De fait, cette mère de 3 enfants était morte par strangulation. Les détectives de Los Angeles firent accuser Glenn Rogers du meurtre de Sandra Gallagher et obtinrent un mandat d'arrêt. Ils introduisirent son nom ainsi que sa description dans le NCIC, la base de données criminelles nationale qui relie les quelques 57 000 postes de police de tous les États-Unis. Ainsi, tous les services de police du pays sauraient que Glenn Rogers était recherché pour meurtre à Los Angeles. Sur la fiche, on avait ajouté le nom du service de police de Van Nuys, de même que mon nom et mon numéro de téléphone. Si quelqu'un tombait sur Glenn Rogers et vérifiait son identité à l'aide du système, il obtiendrait ces données et le mettrait en détention provisoire. Les détectives se mirent ensuite à la recherche de toutes les relations de Rogers. Ils apprirent qu'il fréquentait des bars du coin et gagnait sa vie comme homme à tout faire, principalement dans le domaine de la construction. Les détectives se rendirent sur plusieurs chantiers pour y interroger ses amis et collègues de travail. Nous avons appris par le biais de témoins et d'amis que Glenn avait mauvais caractère. Quand il buvait, il devenait très agressif. Il avait d'ailleurs des antécédents judiciaires pour avoir été violent envers d'anciennes compagnes. Nous savions donc qu'il pouvait être violent, particulièrement quand il consommait de l'alcool, comme il l'avait fait avec Sandra Gallagher. L'un des amis de Rogers déclara qu'il ne l'avait pas vu depuis un certain temps, mais il promit de contacter la police dès qu'il aurait de ses nouvelles. Il tint sa promesse quelques jours plus tard. Rogers l'avait appelé d'un motel près de Jackson, au Mississippi. Les policiers de cette localité demandèrent au gérant du motel de leur indiquer le numéro de la chambre qu'il avait louée. Police, open up! Mais la chambre était vide. Le présumé meurtrier était en cavale. À l'automne 1995, les recherches pour trouver Glenn Rogers se poursuivaient. Les policiers croyaient qu'il avait quitté la Californie après avoir tué une femme le 28 septembre. Suite à une information, ils se rendirent à un motel du Mississippi, mais Rogers était déjà parti à leur arrivée. On fit diffuser un bulletin d'information spécial dans la région en espérant que quelqu'un aurait aperçu le présumé meurtrier avant qu'il ne quitte le secteur. Le 3 novembre 1995, les détectives de Jackson au Mississippi furent dépêchés sur la scène d'un meurtre. Des membres de la famille de Linda Price l'avaient trouvée morte dans sa baignoire. Cette mère monoparentale de 34 ans avait été poignardée à maintes reprises et on lui avait tranché la gorge. Les enquêteurs fouillèrent son appartement. Des techniciens photographièrent la scène et prélevèrent plusieurs empreintes digitales. On ne trouva pas l'arme du crime et aucun objet de valeur ne semblait avoir disparu. Le meurtrier n'était pas entré par effraction et il avait pris soin de verrouiller la porte en quittant les lieux. Pour les détectives de la section des homicides de Jackson, Linda Price avait été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait. Le matin suivant, ils interrogèrent sa mère. Peut-être connaissait-elle aussi le meurtrier.
cette dernière déclara que sa fille avait un nouveau petit ami. Il s'appelait Glenn Rogers. Linda l'avait rencontré un mois plus tôt, soit le 3 octobre, à une fête foraine où il travaillait. Linda était tombée immédiatement sous son charme. Peu de temps après, ils avaient loué un appartement et y vivaient ensemble. Au début, Linda semblait plus heureuse que jamais. Mais ces derniers temps, elle en était venue à douter de sa relation. Elle avait confié à sa mère que Rogers avait mauvais caractère et que ses sautes d'humeur lui faisaient peur. Quand la mère de Linda constata qu'elle ne l'appelait plus et qu'elle ne répondait pas à sa porte, elle eut le terrible pressentiment que Rogers s'en était pris à elle. Une fois encore, le suspect était introuvable. Les détectives de Jackson croyaient qu'il avait quitté le secteur. Ils introduisirent son nom dans la base de données du NCIC. En constatant que Rogers était recherché pour meurtre en Californie, ils appelèrent Mike Koblenz à Los Angeles. La police de Jackson au Mississippi est alors entrée en contact avec moi. Un meurtre avait été commis et on m'a demandé des informations additionnelles sur Glenn Rogers parce qu'il était également un suspect dans cette autre affaire. Les meurtres se ressemblaient. Les deux victimes étaient tombées sous le charme de Rogers. Elles avaient ensuite été isolées de leur entourage avant d'être brutalement assassinées juste avant que Rogers ne s'enfuit du secteur. Tout portait à croire qu'il était sur une lancée meurtrière et que rien ne l'arrêterait tant qu'on ne lui mettrait pas le grappin dessus. Nous savions que nous avions un gros problème sur les bras. Nous étions conscients qu'il y aurait vraisemblablement de nouvelles victimes tant que Rogers ne serait pas arrêté. Les détectives contactèrent alors le bureau du FBI de Jackson. Ils croyaient que Rogers avait quitté l'État tout comme il l'avait fait après le meurtre de la Californie. Les agents firent émettre un mandat d'arrestation fédérale au nom de Glenn Rogers pour avoir tenté d'éviter des poursuites judiciaires. Il fallait maintenant espérer que les ressources de la police fédérale permettraient d'arrêter ce présumé meurtrier. L'agent spécial John Huber aida à la coordination de cette enquête à travers plusieurs États américains. Cette affaire allait à toute vitesse. Le meurtre de Linda Price à Jackson a été commis le 3 novembre. Il y a eu ensuite un autre meurtre le 6 novembre. Ce jour-là, les policiers de Tampa en Floride furent dépêchés sur la scène d'un meurtre dans une chambre de motel louée par Glenn Rogers. Tout comme lors du meurtre de Linda Price, le corps de la jeune femme gisait dans la baignoire. On l'avait poignardée dans le dos et à la poitrine et tailladé ses poignets. On ne trouva aucune pièce d'identité de la victime dans la chambre, mais les détectives remarquèrent un tatouage, une croix, sur une de ses épaules. Son jean et ses chaussures étaient entassés près de la toilette. On trouva également un bracelet dans l'évier. Julie Masucci, détective, tenta de reconstituer le meurtre à partir de ces indices. Quand nous avons recueilli les vêtements, nous avons remarqué qu'ils avaient été transpercés de part en part par un couteau. Elle était donc encore vêtue lors de l'attaque. Les trous se trouvaient dans le dos des vêtements, comme si le meurtrier l'avait surprise par derrière pour la poignarder. Il y avait des taches de sang sur le dessus des chaussures, ce qui indiquait qu'elle les portait encore lors de l'attaque et qu'elle était debout. Sous son corps, on trouva une montre d'homme. On pouvait en déduire qu'elle appartenait au meurtrier. Les détectives interrogèrent la femme de ménage qui avait découvert le corps. Ce matin-là, elle faisait sa tournée quotidienne juste après l'heure de départ des clients.
Elle avait alors remarqué un écriteau « Ne pas déranger » écrit à la main, encore accroché à la poignée de la porte de la chambre 119. Housekeeping! La veille, elle n'avait pas fait le ménage de la chambre à cause de ce même écriteau, car elle ne voulait pas déranger ses occupants. Mais ce jour-là, ses clients étaient censés être partis. En entrant dans la salle de bain, elle fit la découverte macabre. Les détectives demandèrent à la gérante du motel ce qu'elle savait des clients de la chambre 119. Elle se rappelait très bien l'homme qui l'avait loué parce qu'il avait demandé un écriteau « Ne pas déranger » la veille. On lui a répondu qu'il n'y en avait pas. Il a alors payé pour une autre nuit et demandé qu'on ne vienne pas faire le ménage de la chambre. Il ne voulait pas être dérangé. Apparemment, il a déchiré une page du bottin téléphonique pour se faire son propre écriteau et l'accrocher à sa porte. La gérante se rappelait avoir vu ce même homme mettre ses effets personnels dans sa voiture blanche au cours de cette soirée. Comme il avait déjà payé pour la nuit, elle n'avait pas cru qu'il s'en allait. Elle l'avertit alors qu'il y avait eu des entrées par effraction au motel depuis peu et qu'il serait plus prudent de ne rien laisser dans sa voiture pour la nuit. Les policiers vérifièrent ensuite le registre et trouvèrent la fiche remplie par l'occupant de la chambre 119. Elle avait été remplie et signée par Glenn Rogers. Julie Masucci fouilla dans la base de données et vit qu'il y avait déjà des mandats d'arrêt pour meurtre contre Rogers en Californie et au Mississippi. Elle contacta aussitôt les services de police impliqués et le FBI. Nous avons compris très vite que Glenn Rogers était sans doute un tueur en série. Les détectives de Tampa connaissaient l'identité du meurtrier, mais ils n'avaient pas encore identifié la victime. Suite à un important battage médiatique, une femme, dont la fille avait disparu depuis 2 jours, rencontra les policiers. Elle identifia formellement le corps de sa fille, Tina Mary Cripps. Elle avait 2 enfants. Sa mère raconta au détective Julie Masucci la dernière journée de Tina. Nous avons appris que Tina avait travaillé ce jour-là, puis qu'elle était allée au bar Showtime à Gibsonton pour y voir des amis. Elle devait aussi y rencontrer sa mère. Ce bar est fréquenté par une clientèle d'habitués. Ils vont là pour y écouter la télévision, se réunir et parler ensemble. Les détectives se rendirent à ce bar. La barmaid connaissait bien Tina et sa mère. Elle déclara qu'elle avait bien vu la jeune femme le 5 novembre. Elle se rappelait également qu'un certain Glenn était là ce même soir. Il avait discuté avec Tina et les autres membres du groupe. Il avait ensuite payé une tournée à la ronde et réglé la note avec un billet de $100. Selon la barmaid, il était très sympathique et n'avait eu aucun mal à séduire Tina. Il avait ensuite demandé à la jeune femme de le conduire. Il lui avait dit que son motel était tout près et qu'elle pourrait sans mal revenir au bar à temps pour y rencontrer sa mère. Tina accepta finalement et promit à ses amis de revenir très vite. Quand la mère est arrivée au Showtime, elle s'est assise et s'est mise à attendre Tina. Quand elle a vu qu'elle ne venait pas, elle l'a bipé pour savoir où elle était. Ses liens avec sa fille étaient très étroits et elle a immédiatement pressenti que quelque chose ne tournait pas rond. Masucci apprit également que Tina possédait une Ford blanche Festiva, la même voiture que celle dans laquelle Rogers mettait ses effets personnels, selon la gérante du motel.
Elle mit à jour la fiche de la base de données criminelle nationale en ajoutant aux informations concernant le fugitif la description de la festiva et son numéro de plaque d'immatriculation. L'agent spécial John Huber fut surpris de voir à quel point Rogers se souciait peu de laisser autant de pistes. Glenn Rogers semblait se ficher éperdument du danger de se faire arrêter. Il ne craignait pas la justice. Il se présentait toujours sous son vrai nom quand il rencontrait des gens ou louait une chambre de motel. Il roulait à bord des voitures de ses victimes auxquelles on pouvait facilement le relier, ou encore de sa propre voiture. Il ne semblait pas se préoccuper du fait que les gens pouvaient savoir ce qu'il faisait. Il ne tentait pas de se cacher. Dans cette affaire, il était primordial d'arrêter cet individu le plus vite possible, car en nous basant sur ses antécédents, nous savions qu'il continuerait de tuer tant qu'on ne l'arrêterait pas. Les autorités faisaient tout en leur pouvoir pour le retrouver au plus vite. Ce tueur en série rôdait quelque part, sans doute déjà à la recherche de sa nouvelle proie. À l'automne 1995, le présumé tueur en série Glenn Rogers avait été vu pour la dernière fois en Floride. Le FBI le croyait responsable du meurtre d'une femme à Tampa, après l'homicide d'une femme en Californie, ainsi que celui d'une autre au Mississippi. Le FBI apprit bientôt que le tueur s'était rendu en Louisiane. Le 10 novembre 1995, Andy Sutton, une mère de 4 enfants, fut trouvée assassinée dans son appartement à Bossier. Comme 2 autres victimes avant elle, on l'avait poignardée au dos à plusieurs reprises. Un détective de Bossier interrogea son ex-petite amie et sa colocataire. Celle-ci était serveuse et elle avait travaillé tard le soir précédant le meurtre. En rentrant chez elle au cours de la nuit, elle avait entendu la porte de la chambre à coucher d'Andy se refermer. Elle en avait déduit qu'elle était avec son nouvel ami Glenn Rogers dans l'unique chambre de l'appartement. Comme il y avait des couvertures sur le canapé du salon, elle s'y coucha. Après le lever du soleil, elle fut réveillée par quelqu'un qui frappait à la porte. C'était l'ex-petite amie d'Andy. Il désirait lui parler. Andy? Andy. Dans la chambre, la colocataire trouva le corps inerte d'Andy sous les draps. Elle déclara plus tard au détective que la jeune femme avait rencontré Glenn Rogers dans un bar. Ils se fréquentaient depuis seulement quelques jours. Plus tard, les voisins déclarèrent avoir aperçu Rogers quitter les lieux à bord d'une festiva blanche. Les détectives de Bossier introduisirent le nom de Rogers dans la base du NCIC et y découvrirent les 3 mandats d'arrêt pour meurtre contre lui. Ils appelèrent les services de police impliqués et le FBI. Le service de police de Los Angeles leur envoya alors par télécopie la photo de Rogers dont ils auraient besoin pour leur enquête. Les chaînes de télévision de la Louisiane eurent vent de l'affaire et demandèrent l'aide du public. On mit également la population en garde en lui disant de ne pas s'approcher du dangereux fugitif. L'agent spécial John Huber et les autres enquêteurs étaient de plus en plus frustrés par la situation. Rogers accumulait les victimes plus rapidement que nous menions notre enquête pour savoir où il se trouvait. C'était une sorte de course contre la montre, et il nous échappait constamment. Le FBI et les détectives des divers postes de police croyaient Rogers responsable du meurtre de 4 femmes en 6 semaines. Après chacun de ces meurtres, Rogers fuyait l'état où il se trouvait.
Il choisissait un endroit au hasard. Malgré tous leurs efforts, les enquêteurs ne parvenaient pas à le rattraper. Il leur fallait maintenant envisager de diffuser la description de Rogers et de son véhicule à travers tout le pays. Les agents se mirent en contact avec les camionneurs par CB en leur demandant de leur signaler la présence de toute Festiva blanche sur la route. Ils posèrent des affiches dans les relais de camionneurs et les aires de repos des autoroutes. Ils tinrent également une conférence de presse pour que les médias diffusent la photo de Rogers. On voulait ainsi mettre en garde toute victime éventuelle. Les agents firent diffuser toutes les informations relatives à la façon dont Rogers s'y prenait pour trouver ses victimes et ses itinéraires à travers le pays. Le FBI commença ensuite les démarches nécessaires pour faire mettre le nom de Rogers sur la liste des 10 personnes les plus recherchées au pays. Quand on parvient à mettre le nom de quelqu'un sur la liste des personnes les plus recherchées, on accroît considérablement les effectifs du FBI sur ce cas. Cette enquête suscite aussi davantage d'attention de la part des médias. Les indices se mirent à affluer. Quelqu'un appela pour dire que Glenn Rogers se trouvait dans une salle de billard au Mississippi. 2 policiers furent immédiatement dépêchés sur les lieux. L'un des inconvénients de ces énormes battages publicitaires est toutefois les nombreuses fausses pistes fournies par des citoyens bien intentionnés. De toute évidence, l'homme de la salle de billard n'était pas Rogers. Les enquêteurs tentèrent de deviner la prochaine manœuvre du suspect et d'orienter leurs recherches en conséquence. L'agent spécial Huber n'en était pas à son premier cas de fugitif. Très souvent, quand nous sommes à la poursuite de fugitifs et que ces derniers sont dans une mauvaise situation, ils vont tenter de se mettre en contact avec des alliés et des amis. Dans ce cas en particulier, la famille et les amis de Rogers se trouvaient presque majoritairement au Kentucky. C'est donc à cet endroit que nous avons déployé la majeure partie de nos effectifs. Les autorités du Kentucky reçurent en priorité toute nouvelle information à propos du fugitif. Le détective Bob Stevens de la police d'État du Kentucky était déjà familier avec le nom de Glenn Rogers. De fait, il était à sa recherche depuis presque 2 ans. Rogers devait subir un interrogatoire relatif à la disparition et au meurtre possible de son colocataire de 71 ans, Mark Peters. Près de 2 ans avant que Glenn Rogers ne se lance dans sa campagne meurtrière, son frère avait appelé le service de police de l'État du Kentucky. On avait trouvé un corps dans le chalet familial. Les policiers croyaient qu'il s'agissait de celui de Mark Peters. La dernière fois qu'on l'avait vu, il était en compagnie de Rogers. La corde utilisée pour ligoter les mains de la victime était identique à de la corde trouvée dans la maison où vivaient les 2 hommes. Les autorités n'étaient jamais parvenues à déterminer la cause du décès ni à retrouver Rogers. L'enquête était toujours en cours et n'avait pas progressé. Nous disposions d'un suspect en la personne de Glenn Rogers. Nous n'avions pas réussi à le retracer parce qu'il se déplaçait en autocar, par voiture ou par roulotte motorisée. Il nous était très difficile de retrouver sa trace et encore plus difficile de prédire ce qu'il ferait par la suite. Malgré tout, le fait de concentrer les recherches au Kentucky porta enfin fruit. Le 13 novembre 1995, Glenn Rogers rendit visite à l'une de ses parentes à Lee County. Dès qu'il partit, elle alerta la police du Kentucky. Hi, I think you're looking for my nephew. Glenn Rogers.
Selon elle, Rogers conduisait une petite voiture blanche et il comptait emprunter l'autoroute 75 en direction de l'ouest. Quand le détective Stevens apprit que le suspect avait été vu dans les environs, il s'installa au bord de la route 75. Bientôt, il aperçut la Ford Festiva blanche. Il la prit en filature. Je voulais être absolument sûr que c'était Glenn Rogers et non quelqu'un d'autre. Je me suis donc placé directement derrière le véhicule et j'ai fait vérifier le numéro de la plaque d'immatriculation pour découvrir que c'était un véhicule volé. J'ai continué de le suivre. Par la suite, je suis remonté à la hauteur du conducteur et j'ai jeté un coup d'œil à son visage. Il correspondait à celui de Glenn Rogers que j'avais vu sur une photo. Le détective demanda alors des renforts. Un policier était garé tout près. Il se joignit à son collègue dans la poursuite du fugitif. Les deux hommes suivirent Rogers pendant un certain temps. Je crois qu'il me surveillait en quelque sorte comme moi je le surveillais à mon tour. À mon avis, il avait compris qu'il était suivi par un policier. Nous sommes alors arrivés à un feu de circulation où il a failli renverser des gens parce qu'il ne s'est pas arrêté. Je me suis ensuite placé derrière lui et j'ai allumé mon gyrophare. Mais Rogers ne s'arrêta pas. Au contraire, il accéléra. Quelques kilomètres plus loin, les policiers érigèrent un barrage routier et tentèrent de libérer la route des autos qui y circulaient. Ils espéraient que ce serait le dernier arrêt du fugitif. Le 13 novembre 1995, la police d'État du Kentucky dressa un barrage routier pour arrêter le présumé tueur en série Glenn Rogers. Des agents armés l'attendaient au barrage. Ils firent feu sur ses pneus, mais ça n'arrêta en rien le présumé tueur. Le détective Bob Stevens n'était pas loin derrière. Nous le suivions sur la route. Il avait fait faire des embardées à plusieurs voitures ainsi qu'à un autobus scolaire. Rogers s'est alors engagé sur le mauvais côté de l'autoroute. C'est à ce moment-là qu'on a décidé qu'il fallait l'arrêter coûte que coûte. Le sergent Beasley est allé à sa gauche et l'a obligé à s'arrêter dans un fossé. Les détectives ignoraient s'il était armé. Quand je me suis approché de sa voiture, j'ai bien vu qu'il était furieux de s'être fait arrêter. Il avait un air provoquant et ne voulait tout simplement pas être mis en détention. Après sa virée de 2 mois à travers les États-Unis qui avait coûté la vie à 4 femmes, Glenn Rogers était enfin hors d'état de nuire. Par le numéro d'identification de la Festiva blanche, on put confirmer que c'était bien la voiture de Tina Mary Cripps, la victime de Floride. Les experts fouillèrent la voiture à la recherche d'indices. Ils y trouvèrent des shorts maculés de sang, une couverture et un sac à main. Ces effets, parmi d'autres, reliaient Rogers au meurtre du Mississippi, de la Louisiane et de la Floride. Les indices furent conservés dans les bureaux du FBI. Les agents et les détectives des 5 États impliqués se rencontrèrent au Kentucky pour discuter de l'affaire. John Huber aida à préparer cette réunion. Nous avons recueilli toutes les informations dont nous disposions et les avons partagées.
Nous avons aussi fait examiner les indices par le laboratoire du FBI. Ainsi, une seule et unique autorité disposait de toutes les preuves et pouvait procéder aux analyses. Agents et détectives s'accordèrent pour dire que leur meilleure chance contre Rogers était de le faire comparaître en Floride. Julie Masucci, détective à Tampa, rencontra les autres enquêteurs et les procureurs pour examiner les indices avec eux. Ils croyaient tous que la montre trouvée dans la baignoire sous le corps de la victime appartenait à Rogers. Sur une photographie de Rogers en compagnie de la victime du Mississippi, on pouvait le voir, une montre identique au bras. Julie Masucci était confiante. Les preuves contre Rogers étaient solides. Nous avions retrouvé la voiture de Tina Cribbs dans laquelle il avait été arrêté. Nous disposions également des shorts de Rogers sur lesquels on avait retrouvé l'ADN de Tina Cribbs. On avait aussi la fiche de registre d'inscription au motel signée par Rogers lui-même, des empreintes digitales prélevées dans la chambre numéro 119 où le corps de la victime avait été trouvé, de même que de beaucoup d'effets recueillis dans la voiture au moment de l'arrestation. Le 11 juillet 1997, près de 2 ans après le meurtre de Tina Mary Cribbs dans une chambre de motel de Tampa, Glenn Rogers fut enfin trouvé coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à la peine de mort en Floride. Enfin, 2 ans plus tard, il fut envoyé à Los Angeles pour subir son procès suite à la mort par strangulation de Sandra Gallagher, dont le corps avait été retrouvé brûlé dans son véhicule. Les assistants du procureur reconstituèrent pour le jury les dernières heures de la victime. Selon les indices, Sandra et Glenn Rogers sont partis du bar McRae's ensemble le 28 septembre 1995. À un moment donné, une bagarre s'est déclarée, peut-être après que la jeune femme eut éconduit Rogers suite à des avances sexuelles. Il a ensuite étranglé la jeune femme et écrasé sa trachée. Pour éliminer les indices, il a ensuite arrosé le corps de Sandra et son véhicule de carburant et y a mis le feu. Il a ensuite pris la fuite. Le 16 juillet 1999, le jury a trouvé de nouveau Glenn Rogers coupable de meurtre. On l'a condamné à une autre peine de mort en Californie. Le détective Mike Koblenz de Los Angeles a été très impressionné par la collaboration entre les divers services de police impliqués dans les recherches pour retrouver Rogers. La coopération entre les divers services a permis la résolution de cette enquête. Ce n'est pas seulement grâce aux policiers de Los Angeles, mais aussi ceux de Jackson au Mississippi, de Tampa en Floride, ceux de Bazier en Louisiane et des agents du FBI, les médias, les diverses agences de presse qui ont fait diffuser les informations. Nous avons réellement travaillé en collaboration dans cette affaire et c'est ce qui nous a permis d'obtenir cette heureuse conclusion. Quand les procureurs de la Louisiane et du Mississippi ont appris que Rogers avait déjà écopé de 2 peines de mort, ils ont décidé d'épargner les familles des victimes en ne tenant pas de procès éprouvant. Glenn Rogers a laissé au moins 11 enfants sans mère. Pour Julie Masucci et les autres détectives, il était primordial de l'arrêter au plus vite. Si j'oublie un instant que je suis détective, je crois que les femmes, tout comme moi, se sont senties plus en sécurité de savoir que cet homme n'était plus en liberté. Il n'avait aucun respect pour la vie humaine. Il n'avait aucun respect pour les familles qui avaient perdu un être cher. Il se fichait de tout ça. Je suis heureuse qu'il soit derrière les barreaux pour ça. Je me réjouis du fait qu'il ne remettra plus jamais les pieds en dehors d'une prison pour mettre une autre femme en danger.
Les enquêteurs croient Rogers responsable d'autres meurtres non résolus. Il a confié à des membres de sa famille avoir tué des dizaines de personnes au cours de sa virée meurtrière. Les autorités enquêtent toujours sur ces meurtres non résolus et tentent d'en finir avec les cas qui peuvent être reliés à Glenn Rogers. En Caroline du Sud, une famille est prise en otage au cours d'un ambitieux vol de banque. La police trouve des suspects. Mais on ne parviendra pas à garder le chef en prison. Le FBI et la police de 4 États américains sont déterminés à arrêter le fugitif armé, même si ce dernier est prêt à tout pour éviter la prison. Le fleuve Savannah marque la limite entre Augusta en Géorgie et Augusta Nord en Caroline du Sud. Du côté de la Caroline du Sud, un vendredi après-midi d'octobre 1995, Parker et Brenda Shaw rentraient chez eux avec leur petite fille Brianna. Ils la gardaient les vendredis après-midi parce que sa mère, Amy Shaw, travaillait plus tard ce jour-là comme caissière dans une banque. Parker tenta d'ouvrir la porte de garage, mais le dispositif d'ouverture à distance ne fonctionna pas. Ignorant que quelqu'un était tapis chez lui, il entra dans la maison pour aller ouvrir la porte de l'intérieur. Deux intrus attachaient rapidement Parker avec du ruban adhésif. Ils le forcèrent ensuite à aller dans la chambre à coucher. Dehors, Brenda commençait à s'impatienter. Brianna et elle se préparaient à aller vers la porte d'entrée quand la porte du garage s'ouvrit enfin. L'homme força Brenda à entrer dans la chambre où son mari était retenu par deux autres intrus. Les bandits prirent au couple argent et carte de crédit. Puis, celui qui semblait être le chef annonça qu'il était venu chercher Amy, la fille des Shaw, car elle travaillait à la banque. Il ajouta qu'ils allaient l'attendre. Les intrus retinrent les Shaw captifs pendant plus d'une heure. À 19h, le chef ordonna à Brenda de se rendre au salon avec lui, laissant l'un de ses hommes surveiller le mari et sa petite fille. Ils attendirent l'arrivée d'Amy en regardant par la fenêtre. Ils connaissaient l'heure exacte de son arrivée. Pour Amy Shaw, c'était un vendredi soir comme les autres. Le malfaiteur ordonna à Brenda de se rendre à la porte d'entrée. Amy fut surprise de constater que la porte était verrouillée. Elle se douta aussitôt que la situation était anormale. Le chef saisit Amy. Il lui annonça qu'il les surveillait depuis un certain temps.
Il connaissait leur emploi du temps et savait à quel moment ils pouvaient être attaqués. Il interrogea ensuite Amy sur le système de sécurité de la banque. Okay, and the codes? Okay. And do you have them? Do you have the codes? Lors de son entraînement, Amy avait appris qu'il était plus prudent d'obéir aux ordres d'un voleur. Amy déclara qu'elle pouvait le faire entrer dans la banque, mais qu'il fallait 2 codes pour ouvrir la chambre forte et qu'elle n'en avait qu'un. Il dit qu'il réglerait cette question une fois sur les lieux. Il l'a mis ensuite en garde. Si quelque chose ne tournait pas rond, il s'en prendrait à sa famille. Le chef de la bande annonça à ses complices qu'il se rendait à la banque avec Amy. Il leur demanda d'attendre son appel. Les parents de la jeune femme et sa fillette espéraient que le chef ne ferait pas de mal à Amy. En partant, le ravisseur retira sa cagoule pour ne pas avoir l'air suspect au public. À la pointe de son arme, Amy traversa le fleuve Savannah pour se rendre en Géorgie où était située la banque. Le malfaiteur ordonna à Amy de faire lentement le tour de la banque en voiture afin qu'il puisse voir si une équipe d'entretien ménager se trouvait à l'intérieur. En passant à côté du guichet automatique, Amy espéra que l'appareil capterait le visage de son ravisseur. Quand il vit qu'il ne courait aucun danger, celui-ci donna l'ordre de se garer près de la porte arrière. Une fois à l'intérieur, elle devrait lui expliquer ses moindres gestes afin qu'il s'assure qu'elle ne déclenchait pas le système d'alarme. Une fois de plus, il la menaça de la tuer si elle n'obtempérait pas. Une fois à l'intérieur, Amy lui montra les systèmes d'alarme qu'elle pouvait désactiver. Elle lui expliqua alors qu'elle ne pouvait pas ouvrir la chambre forte seule. Elle connaissait une des combinaisons et l'une de ses collègues connaissait l'autre. Le ravisseur rappela à Amy qu'aucun mal ne serait fait à sa famille si et seulement s'il pouvait entrer dans la chambre forte. À la maison des chats, les intrus avaient forcé la famille à rester dans le salon d'où ils pouvaient surveiller l'avant de la maison. Les chats espéraient que cette terrible mésaventure se terminerait sans incident, mais le ravisseur était de plus en plus nerveux et prêt à tirer. D'ailleurs, un de leurs pistolets fit feu accidentellement. Les intrus craignaient que le coup de feu n'ait alerté les voisins. Ils furent encore plus inquiets quand ils virent une voiture se garer devant la maison. C'était leur autre fille, avec son mari et leur fillette, qui leur rendaient visite. Ils furent maîtrisés dès qu'ils entrèrent dans la maison. Les ravisseurs devaient maintenant surveiller 6 otages. À la banque, le chef de la bande ordonna à Amy d'appeler sa collègue pour obtenir la seconde combinaison. Quand Amy lui demanda la combinaison, sa collègue hésita à la lui donner car elle ne comprenait pas ce qui arrivait. Amy tenta de lui faire comprendre que sa famille était retenue captive. L'intrus lui arracha l'appareil des mains, menaçant la collègue d'aller chercher lui-même la combinaison. La collègue donna finalement la seconde combinaison pour protéger Amy. Le ravisseur garda la collègue en ligne pour s'assurer qu'elle n'appellerait pas la police. Amy introduisit en tremblant la deuxième combinaison.
Mais la chambre forte ne s'ouvrit pas. You gave me the wrong combination. Make it work or else. Amy fit une nouvelle tentative. La porte s'ouvrit enfin. Get the phone, get the phone. Le voleur s'assura qu'Amy garderait sa collègue au bout du fil. Which one of the dot packs? Il lui ordonna ensuite de lui indiquer quel casier contenait l'argent classé par numéro de série et lesquels contenaient des sachets de teinture prêts à éclater. Il n'y toucha pas. Après avoir pris l'argent, le ravisseur d'Amy lui ordonna d'appeler ses parents sur une autre ligne. Come on, get up, get the phone. Pick it up. Hello? Le chef ordonna à ses complices de faire ce qu'il fallait à la maison, de partir et de l'aviser par téléavertisseur une fois en sécurité. Il s'enfuit avec plus de 86 000 $. Quand il fut parti, Amy déclencha le système d'alarme pour qu'on vienne l'aider. Puis, pétrifiée d'angoisse, elle appela chez ses parents. Sa mère lui ordonna de ne pas appeler la police. Les hommes armés étaient toujours là, Don't call the police or anybody. mais il était trop tard. Mom, don't hang up. Mom, Les hommes s'assurèrent que les membres de la famille étaient encore ligotés. Ils semblaient sur le point de partir. Mais l'un d'eux hésitait. Let's go, man. What you doing? Look, I'm out of here, man. Let's go. Il y avait 6 témoins gênants à ce crime. Yo, come on, man. Let's go. À 20 h, les agents du service de police de Richmond County répondirent à l'appel de la banque en Géorgie pour apprendre que le crime le plus grave avait été commis de l'autre côté du fleuve. L'enquêteur en chef était Kenneth Booth. On a transmis toutes les informations au bureau du shérif d'Edgefield County en leur disant que la famille était peut-être encore captive. L'enquêteur Don Bullock du bureau du shérif d'Edgefield County en Caroline du Sud prit l'appel. C'était un cas de prise d'otage. Pour nous, c'était un code 1, ce qui signifie qu'on doit se rendre sur les lieux le plus vite possible. La famille avait appelé pour dire que les hommes étaient partis, mais les policiers devaient s'en assurer. Sheriff's office, open up. Sir, step back. Les agents fouillèrent la maison pour s'assurer qu'il n'y avait plus d'intrus. Ils étaient sains et saufs. Physiquement, ils étaient en santé, mais mentalement, c'était une autre histoire. Ils avaient traversé une grosse épreuve. Les chats décrivirent les hommes du mieux qu'ils le purent. Ils n'avaient pas vu leur visage. Ils savaient seulement qu'il s'agissait d'hommes de race noire. Ils étaient armés et agressifs. Come on, man. Let's go. What you doing? L'un d'eux avait braqué son arme sur Parker Shaw, Look, I'm out of here, man. Let's go. mais il n'avait pas tiré. Une fois leurs assaillants partis, les chats s'étaient libérés de leurs liens et ils avaient attendu l'arrivée des policiers. Parker déclara que les hommes avaient pris les clés de la voiture de son gendre. Il décrivait également leurs vêtements. Les policiers transmirent l'information à toutes les unités de patrouille. Comme c'est toujours le cas lors d'un vol de banque, les autorités de Richmond County avisèrent le FBI. L'agent spécial Jerry Jones du bureau d'Augusta en Géorgie rencontra Amy pour l'interroger. Elle lui décrivit le chef de la bande et lui indiqua dans quelle direction il était parti. Elle déclara qu'elle croyait qu'un appareil avait capté son image et parla à l'agent Jones de la caméra du guichet automatique à l'extérieur de la banque.
Elle avait tenté de le faire s'approcher suffisamment pour que l'appareil puisse capter son image. Malheureusement, celui-ci n'était activé que lorsque quelqu'un introduisait sa carte bancaire dans le guichet. Ça n'a donc pas fonctionné. Les caméras à l'intérieur ne l'avaient pas filmé non plus. L'enquêteur Bullock arriva sur la scène du crime à Augusta Nord, où les experts le mirent au courant de l'état de la cueillette des indices. Des techniciens de la division des autorités policières de la Caroline du Sud avaient relevé des empreintes huileuses de chaussures sur le sol du garage et les avaient photographiées pour d'éventuelles comparaisons. Dans la maison, les techniciens trouvèrent la douille du projectile tiré dans le salon. Elle provenait d'un pistolet de calibre 38, mais il n'y avait aucune empreinte digitale. Toutes les tentatives pour relever les empreintes digitales des assaillants échouèrent. Ceux-ci portaient des gants qu'ils n'avaient jamais ôtés. Au bout de l'allée, les enquêteurs trouvèrent un véhicule coincé dans le fossé. Quand les deux suspects ont quitté la maison, ils voulaient prendre une voiture et ils sont revenus à l'intérieur chercher la clé d'une des victimes. En faisant marche arrière, ils sont tombés dans le fossé et ne sont pas parvenus à en faire sortir la voiture. Ils ont donc dû partir à pied. Les techniciens trouvèrent des empreintes digitales inconnues dans la voiture. Autant d'indices qu'ils pourraient comparer plus tard à d'éventuels suspects. Non loin de la maison, ils trouvèrent de nombreux objets qui, croyaient-ils, avaient été abandonnés par les assaillants en fuite. Il y avait de nombreuses armes, notamment un fusil de chasse et un Magnum 357. Des vêtements, des cagoules et des gants trouvés dans les buissons correspondaient à la description des vêtements des assaillants. Sans ces vêtements, les suspects ne ressemblaient guère à la description transmise aux unités de patrouille. Les policiers mirent toutefois les informations à jour. Il s'agissait de 3 hommes de race noire, 2 sans doute à pied et un autre à bord d'une berline bleu foncé. Ils étaient armés et dangereux. En 1995, les autorités de la Caroline du Sud et de la Géorgie étaient à la recherche de 3 hommes qui avaient retenu en otage les membres de la famille Shaw et volé une banque. Moins d'1 heure après l'appel au service d'urgence, un policier qui n'était pas de service se rendait à la maison des Shaw quand il entendit sur sa radio la nouvelle description des suspects. Il aperçut alors 2 hommes qui correspondaient quelque peu aux informations et qui s'éloignaient du secteur. Hey guys, let me talk to you for just a second. Where you guys coming from? Le policier interrogea les 2 hommes comme nous le raconte l'enquêteur Don Bullock. Il leur a demandé ce qu'ils faisaient là. Ils ont répondu qu'ils revenaient du terrain de l'église où ils avaient joué au basket. Or, ils n'avaient pas de ballon et ils étaient à pied. Des renforts arrivèrent rapidement. Les policiers savaient que le terrain de basket à côté de l'église n'était pas éclairé. Il était tard et il faisait noir. Il a vite compris qu'il s'agissait sans doute des suspects. Les 2 hommes acceptèrent de se rendre à un poste de relais de la police près de la maison des Shaw pour y être interrogés. On les identifia comme étant Daniel Evans et Lamarco Roscoe. À la banque, l'agent spécial Jerry Jones apprit que 2 hommes étaient détenus provisoirement. J'ai décidé de quitter la banque quand j'ai vu que la caissière était en sécurité. J'ai traversé en Caroline du Sud pour y interroger les 2 suspects. Jones arriva au poste de relais presque au même moment que les suspects. L'enquêteur Kenneth Booth et lui savaient qu'il était préférable de les interroger séparément.
On les a séparés parce que généralement, ça les décontenance. Ils se demandent ce que l'autre a dit. Quand ils se rendent compte que l'autre a peut-être parlé avant eux, ils commencent à collaborer. Les deux hommes avaient été incapables de décrire l'église où ils prétendaient être allés jouer au basket. Les enquêteurs avaient le sentiment qu'ils étaient mêlés au crime. L'agent spécial Jones commença par interroger Lamarco Roscoe. D'abord, vous tentez de découvrir ce qui pourrait leur faire peur. Ont-ils quelques lourds secrets à cacher ou quelque chose de ce genre? Dans ce cas-ci, ce qui a impressionné Roscoe, c'était la possibilité qu'il soit condamné à mort. Jones savait qu'Amy était en sécurité, mais il était prêt à parier que Roscoe, lui, ne le savait pas. Il lui dit alors qu'il se préoccupait beaucoup de la sécurité d'Amy. Je lui ai dit que si le troisième assaillant tuait la jeune femme, il risquait la chaise électrique pour complicité dans ce vol. Je ne lui ai jamais menti. Ma principale préoccupation, c'était la sécurité et le bien-être de la caissière. De plus, je ne mentais pas en lui disant que si le troisième ravisseur tuait Amy, lui et son complice pourraient être condamnés à mort. Le suspect ne tarda pas à reconnaître qu'il était impliqué dans le crime. Quand on lui demanda comment s'appelait le chef de la bande, il déclara qu'il ne le connaissait que par son prénom, Chris. Il croyait que la première lettre de son nom de famille était un J. Un autre des policiers connaissait bien les voyous d'Augusta. Il a reconnu ce nom et lui a demandé s'il parlait de Christopher Geburk. Le suspect a répondu que c'était bien lui. Jones interrogea ensuite l'autre homme, Daniel Evans. Je lui ai dit que son complice était déjà passé aux aveux et il m'a immédiatement raconté ce qui s'était passé ce soir-là. Je voulais qu'il me confirme le nom du troisième complice de son propre chef et il m'a tout de suite dit qu'il s'appelait Christopher Geburk. En parlant à Roscoe et Evans, les enquêteurs se rendirent compte que les deux hommes étaient sous les ordres de Geburk. Ce n'étaient pas eux, les cerveaux qui avaient orchestré toute l'affaire. Ils ne savaient pas grand-chose de ce qui se tramait, si ce n'est ce qu'ils avaient fait au cours des derniers jours. Cela avait principalement consisté à accompagner Geburk à plusieurs reprises à différentes banques et à échafauder le plan de ce vol. Après qu'il eut terminé les interrogatoires préliminaires, Jones apprit qu'on avait trouvé le numéro de téléphone d'un téléavertisseur sur l'un des deux suspects. Il demanda à l'un des agents de composer ce numéro. Quand le propriétaire du téléavertisseur rappela, le policier s'identifia. Son interlocuteur lui dit alors qu'il s'appelait Chris Geburk. Il déclara qu'il se trouvait à 150 km de là, au mont Vernon, en Géorgie. Geburk était sur la défensive et avant de raccrocher, il demanda au policier si celui-ci l'accusait de quelque crime. Les enquêteurs se rendirent sans tarder à la maison de Geburk. Il était bien connu des autorités et les policiers savaient déjà où il vivait. S'il était le chef de la bande, il savait maintenant qu'il était recherché par la police. Avec une bonne avance et 86 000 $ en argent liquide, Christopher Geburk pouvait être n'importe où. En octobre 1995, les autorités étaient à la recherche de Christopher Geburk suite à un enlèvement et à un vol de banque à main armée. À la requête des agents du FBI et des policiers de Richmond County, la mère de Geburk l'appela sur son portable pour lui demander de venir parler aux autorités. Vers 1h du matin, il arriva, accompagné de sa petite amie.
Bien qu'âgé d'à peine 19 ans, Joe Burke était déjà en liberté conditionnelle pour 5 ans pour vol et évasion d'un centre de détention. Les enquêteurs l'emmenèrent pour un interrogatoire. La petite amie de Joe Burke accepta de l'accompagner. Au bureau du shérif, l'agent spécial Jerry Jones interrogea Joe Burke à propos de la prise en otage de la famille Shaw et du vol de banque en Géorgie. Joe Burke reconnut qu'il connaissait les deux bandits qui étaient passés aux aveux, mais il nia être impliqué dans ce crime. Il déclara qu'au moment du vol, il se trouvait au Mont Vernon en Géorgie avec sa petite amie et une autre jeune femme. Joe Burke nous a dit qu'il était parti avec sa copine pour aller chercher l'autre femme et qu'il n'était revenu que plus tard à Augusta. Il a déclaré avoir été en compagnie des deux femmes toute la journée, même après être revenu à Augusta. Ils seraient allés voir un film tous les trois. Jones interrompit momentanément l'interrogatoire pour aller poser quelques questions à la petite amie de Joe Burke qui était venue au poste à la demande des enquêteurs. Les deux jeunes femmes n'ont pas corroboré cet alibi. Les autorités fédérales inculpèrent alors Joe Burke de vol de voiture, d'enlèvement et de vol de banque à main armée. Voici l'enquêteur Kenneth Booth de Richmond County. Après plusieurs interrogatoires, Joe Burke a finalement commencé à collaborer avec nous. Il nous a avoué qu'il avait participé au vol et à l'enlèvement. En fait, il nous a dit que c'était lui qui l'avait commis, mais il a nié avoir tout orchestré. Il a ajouté qu'il faisait partie d'une organisation criminelle très importante et qu'il ne nous révélerait rien d'autre parce qu'il craignait pour la sécurité de sa famille. Les complices de Joe Burke, Daniel Evans et Lamarco Roscoe, plaidèrent coupables à des accusations d'enlèvement et de vol à main armée. Ils furent tous deux condamnés à une peine de 30 ans de réclusion. Quant à Christopher Joe Burke, il fut poursuivi en justice par l'assistant du procureur Richard Goolsbee. Le seul problème dans cette affaire, c'était qu'on ne disposait d'aucune preuve scientifique. Chaque fois qu'on recevait un rapport de labo relatif à des empreintes digitales ou des traces de pas, on se retrouvait dans une impasse. Aucune d'elles ne correspondait à celle de Joe Burke. Heureusement, la caissière de la banque et les autres membres de sa famille étaient d'excellents témoins. Ils nous ont aidés à remporter cette cause. Joe Burke fut reconnu coupable de 6 chefs d'accusation, ce qui le rendait passible d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans l'attente de connaître sa peine, Joe Burke fut détenu dans une petite prison de comté. Il y fit la connaissance d'un détenu. Jerome Frierson Bay, un autre voleur de banque, attendait son procès pour 3 vols à main armée. La prison du comté faisait alors l'objet de travaux d'agrandissement. Les hommes avaient beaucoup de temps pour planifier une évasion. Le 27 mars 1996, un gardien qui patrouillait comme à l'habitude remarqua une porte ouverte. On constata que 2 prisonniers manquaient à l'appel, Christopher Joe Burke et Jerome Frierson Bay. Des ouvriers avaient vu 2 prisonniers courir en direction d'un boisé non loin de la prison. Des équipes de recherche ratissèrent les bois, sans succès. Les équipes étendirent plus loin leurs recherches dans les bois et les marécages. Des hélicoptères survolèrent méthodiquement la zone, mais on ne trouva rien. Pendant qu'on poursuivait les recherches, les policiers d'Edgefield County en Caroline du Sud commencèrent à vérifier sporadiquement la maison des Shaw pour s'assurer que tout était normal.
J'étais convaincu qu'il reviendrait chez sa mère. On a donc commencé une opération de surveillance de 24 heures par jour de la mère de Joe Burke et de sa petite amie. Les autorités veillaient au grain, mais Joe Burke ne se montra pas. Doug Fender, alors agent spécial pour le FBI, tomba sur une piste intéressante. Avec d'autres enquêteurs du secteur, nous menions une enquête sur un vol d'auto dans la région d'Augusta. Il s'agissait d'une Mitsubishi Eclipse verte. Un détenu de la prison nous a alors indiqué qu'il avait cédé ce véhicule volé à l'une des amies de Joe Burke. Les agents interrogèrent la jeune femme à l'hôtel où elle travaillait. Elle commença par dire qu'elle ignorait tout de l'évasion, mais l'agent Fender se montra persuasif. Quand elle comprit qu'elle risquait la prison, elle reconnut avoir aidé au succès de l'évasion. Elle déclara que la petite amie de Joe Burke et elle avaient laissé une voiture volée dans un parc de stationnement près du boisé jouxtant la prison. Après son évasion de la prison, il n'a eu qu'à se rendre jusqu'à la voiture et à s'enfuir avec Frierson Bay. Ensuite, comme prévu, ils se sont rendus à un campement préparé à leur intention par les deux jeunes femmes. Ils y ont trouvé des vêtements, de l'eau et tout le nécessaire. Les évadés trouvèrent facilement les vêtements, aliments et armes qui les attendaient. Ils étaient libres, mais ils avaient besoin d'argent. Ces voleurs de banque savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Le lendemain, une voiture correspondant au véhicule volé se gara devant une banque de Lumberton en Caroline du Nord, soit à 350 km au nord-est de la prison. Deux hommes portant chapeau, gants et lunettes fumées dévalisèrent la banque à la pointe d'un fusil. Les employés obtempérèrent pour éviter qu'il n'y ait des victimes. La police de Lumberton et les agents du FBI de la Caroline du Nord se rendirent sur la scène du crime. Ils constatèrent que les voleurs étaient partis avec 4 500 $. Des caméras de sécurité avaient filmé toute la scène. Les images étaient trop floues pour qu'on puisse discerner les visages des voleurs, mais les descriptions qu'en avaient faites les employés correspondaient à celles de Joe Burke et de Frierson Bay. De plus, la voiture dans laquelle ils avaient pris la fuite était la même que celle des fugitifs. Cette voiture était le meilleur indice pour les retrouver, selon l'agent Doug Fender. On a introduit la description de cette voiture dans la base de données nationale. On a découvert que les policiers de Lumberton, en Caroline du Nord, l'avaient retrouvée. Une heure plus tard, les agents reçurent le rapport d'une intrusion dans une maison à Lumberton et d'un vol de voiture. Ils interrogèrent les victimes. Un homme et sa femme effectuaient des réparations sur leur voiture dans le garage quand deux hommes armés avaient fait irruption, exigeant des vêtements de rechange et les clés du véhicule. Et ils étaient aussitôt repartis. Le couple identifia Joe Burke et Frierson Bay parmi les photos de plusieurs hommes. On a ensuite transmis la description de ce deuxième véhicule. Pour retrouver les deux complices, on dut suivre la piste des banques qu'ils dévalisaient. On a remarqué que plusieurs banques avaient été volées le long de l'autoroute 95.
Durant la période où l'on suivait Frierson Bay et Joe Burke, on les soupçonnait d'avoir dévalisé entre 11 et 14 banques sur la côte Est. Lors de ces vols, les caméras avaient capté l'image d'un ou deux hommes correspondant à la description des fugitifs. Grâce aux enregistrements magnétoscopiques et aux identifications de témoins, nous avons pu établir que les deux hommes étaient encore ensemble en arrivant dans le secteur de Fredericksburg, en Virginie. Les agents concentrèrent leurs efforts au New Jersey, où vivaient des proches parents de Frierson Bay. En nous basant sur des informations fournies par le public suite à la diffusion d'une émission, on a retracé Frierson Bay dans un motel de Paterson au New Jersey. Les agents du bureau du FBI de cet État ont commencé à le surveiller. Quand ils ont pu établir que le suspect habitait dans cette chambre de motel, ils ont décidé de rester sur les lieux. S'il était armé, il pouvait être dangereux de s'approcher de la porte de sa chambre. On décida donc d'attendre qu'il sorte. Bientôt, les agents apprendraient à leurs dépens que le fugitif ne se laisserait pas capturer sans se battre. Après que deux évadés eurent commis une série de vols de banque à main armée, les agents croyaient avoir retracé l'un d'eux, Jerome Frierson Bay, à un motel du New Jersey. Après quelques heures d'attente, ils aperçurent le fugitif. Pendant qu'il se rendait à sa voiture, une unité SWAT passa à l'action. Il verrouilla la voiture de l'intérieur, mais cela n'allait pas arrêter l'équipe, comme nous le raconte l'agent spécial Doug Fender. Un des hommes de l'unité SWAT a fracassé la vitre de l'auto à l'aide du manche de sa mitraillette. Frierson Bay a ensuite été sorti de force du véhicule. Dans la voiture, les agents trouvèrent un pistolet semi-automatique Glock de calibre 40 chargé, de même que 1 500 $ d'argent volé. On fouilla dans sa chambre de motel, mais on ne trouva aucune trace de Christopher Joe Burke, son complice. Jerome Frierson Bay plaida coupable à 10 vols de banque à main armée et fut condamné à 19 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Il déclara qu'il ignorait où Joe Burke se trouvait. Pour l'agent spécial Jerry Jones du FBI, retrouver Christopher Joe Burke était sa priorité numéro 1. On croyait que Joe Burke et Frierson Bay étaient partis chacun de leur côté et que Joe Burke était retourné en direction de la Géorgie. J'ai toujours pensé que Joe Burke rentrerait chez lui. Le FBI offrit alors la récompense de 10 000 $ et ajouta le nom de Joe Burke à la liste des 10 hommes les plus recherchés quand une téléspectatrice fournit une piste prometteuse. Selon elle, le fugitif habitait avec son pasteur à Atlanta, bien que celui-ci ne sût pas que Joe Burke était un criminel. Elle était tombée sur Joe Burke en vérifiant l'état de la maison du pasteur après que celui-ci eût été hospitalisé à la suite d'une défaillance cardiaque. Une équipe d'arrestation surveilla la maison en se faisant passer pour des jardiniers. Le 9 mai 1996, un véhicule se gara dans l'entrée de la maison du pasteur. Quand le conducteur en descendit, les agents le reconnurent immédiatement. C'était Joe Burke. L'équipe d'arrestation passa à l'action. Pris par surprise et piégé, Joe Burke ne put s'enfuir. En le fouillant, les agents trouvèrent 2 000 $ dans une de ses chaussettes.
Il fut remis en détention en attendant sa sentence suite au vol de banque et à l'enlèvement à Augusta. Quand Joe Burke a été arrêté à Atlanta, la pression sur nos épaules s'est dissipée et on a poussé un long soupir de soulagement. On a tous pu rentrer chez nous, mais pas pour longtemps. Joe Burke refusait d'abandonner. Six semaines après sa capture, il s'échappa de nouveau de sa cellule. Quand Joe Burke s'est évadé, on m'a téléphoné. Je me suis rendu à la prison pour tenter de préserver tout indice qu'il aurait pu laisser derrière lui. On a trouvé un morceau de lame de scie. Il était sorti par la fenêtre de sa cellule pour se retrouver dans une cour protégée par une double grille recouverte d'un protecteur à accordéon. Il a dû passer par-dessus cette grille et ce protecteur à accordéon. Les agents fouillèrent le terrain et examinèrent la grille dont le haut était surmonté de barbelés coupants. Ils trouvèrent les fragments d'un uniforme de prisonnier. On y a relevé des traces de sang. On savait donc qu'il s'était blessé, mais il était à pied. Il fallait espérer qu'il n'était pas loin. On a commencé à suivre sa trace dans un secteur rural et boisé qui menait à un secteur marécageux d'environ 25 km². Même si je n'étais plus tout jeune, je suis resté avec l'équipe pendant plusieurs jours et l'on a cherché en vain. J'ai alors pensé qu'on pourrait peut-être le retracer à l'aide de matériel électronique. J'ai contacté la commission de l'énergie atomique située en Caroline du Sud et ils m'ont fourni un hélicoptère équipé d'un système infrarouge qui est sensible à la chaleur. L'équipe fouilla des dizaines de kilomètres carrés avec cet équipement ultra performant. Mais Joe Burke échappa à la détection. Il courait toujours. Quatre jours plus tard, un policier en congé à Epling en Géorgie crut apercevoir le fugitif. L'homme boitait comme s'il était blessé. Le policier appela ses collègues au poste et ceux-ci vinrent prendre position dans tout le secteur. On l'a trouvé dans un secteur boisé, derrière une école, où on l'a arrêté. Christopher Joe Burke était de nouveau en détention. 2 semaines plus tard, il fut enfin jugé coupable du vol d'Augusta, de l'enlèvement d'Amy Shaw et de la prise d'otage de la famille de celle-ci. L'assistant du procureur Richard Goolsbee fit l'impossible pour que Joe Burke ne retourne jamais dans la société. Notre rôle consiste à protéger la population. C'est notre plus importante responsabilité. Nous étions donc très préoccupés par cette affaire et nous voulions qu'il écope de la peine maximale. Par bonheur, la Cour l'a condamné à la peine maximale, ce qui consistait en la prison à vie, plus 5 ans. Joe Burke fut condamné à purger sa peine à la prison fédérale Leavenworth au Texas. Sans possibilité de libération conditionnelle, sa seule chance de recouvrer la liberté serait de s'évader. Quelques semaines après sa sentence, on trouva Joe Burke alors qu'il faisait une autre tentative d'évasion, accroché sous le camion d'une blanchisserie. Il était pratiquement parvenu à se rendre à la grille d'entrée.
Joe Burke fut ensuite transféré au pénitencier fédéral à sécurité maximale d'Atlanta, en Géorgie. Même si Houdini se trouvait au pénitencier d'Atlanta, il ne pourrait pas s'en échapper. Et Christopher Joe Burke n'a rien d'un Houdini. Personne ne doute que Joe Burke n'essaie encore de prendre le large. Mais maintenant, il est détenu dans l'une des prisons les mieux gardées d'Amérique.